dernière dimension du temps qu'on voulait aborder ce matin, on en a un petit peu parlé déjà, c'est le traitement. Donc on a parlé de la mise sous traitement, mais après, une fois qu'on est sous traitement, on l'a vu ce matin dans la présentation sur les biothérapies, parfois ça met du temps à agir. Et on a dit 3 mois, 6 mois. Un traitement qui agit au bout de 3 mois et 6 mois, dans notre imaginaire, un traitement, quand on prend un médicament, c'est pour un mal de tête. Voilà, le premier truc, c'est le mal de tête, ça part tout de suite. Ou alors, bon, des antibiotiques, il faut quelques jours. Mais un traitement qui met 3 mois et 6 mois, comment est-ce qu'on peut imaginer un traitement qui met 3 mois à 6 mois à agir ? Donc, il y a cette dimension-là dans le traitement du temps, et il y a aussi éventuellement des choses qui apparaissent dans le temps, comme des effets secondaires qui peuvent apparaître dans le temps. Donc, les 2 témoignages qu'on a trouvés, c'est j'ai mis plusieurs mois avant d'avoir suffisamment confiance en mon médecin pour accepter de prendre un traitement de fond, mais il a eu le tact de ne pas me prendre de front. Et deuxième témoignage, les traitements mettent toujours trop de temps pour être efficaces. Quand il a mal, le patient n'est pas patient. Mais comme dit mon médecin, on ne peut pas faire de miracle. Alors, docteur Frère, le temps dans le traitement. Oui, effectivement, il y a des délais d'action. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est de bien préciser les choses à l'avance. Il faut que les patients aient bien l'impression que tout est bien codifié, qu'on est bien dans un cadre et que, donc, bien préciser les différentes lignes de traitement, lui préciser qu'en cas d'échec d'un traitement, on a une deuxième ligne, voire une troisième ligne de traitement. Donc, avoir des échéances, avoir bien signifier qu'on est dans un protocole bien particulier. Voilà, ça c'est une chose importante. Pour ce qui est des effets secondaires, effectivement, il y a cette notion de toxicité, d'empoisonnement qui revient quelquefois. Donc, je crois que c'est toujours important de préciser que les effets secondaires sont nombreux. Il ne faut pas forcément affoler les gens en les énumérant tous. Il faut insister sur le caractère, la différence entre un effet toxique et un effet aléatoire. C'est-à-dire ne pas avoir l'impression que quand on prend systématiquement un traitement au long cours, on s'empoisonne. Mais que bon, les effets sont possibles, mais ils sont aléatoires, ils sont pas certains, et on sait les gérer. Et c'est vrai qu'il y a des croyances parfois sur je vais me détruire l'estomac, je vais m'empoisonner. Bon, je crois que c'est des choses qu'il faut mettre au point rapidement, certainement. Oui. On a vu ce matin dans, les stratégies avec première intention, deuxième intention, etc. Est-ce que les patients sont intéressés de connaître comment ça va se passer dans le temps, selon si ça marche pas, l'algorithme ? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les patients ? Est-ce que vous partagez ça avec eux ? En général, il y a peu de questions dans ce sens. Au stade de diagnostic, je crois que les gens ont déjà beaucoup de choses à digérer. Et donc, on a rarement besoin de pousser très loin dans les différents algorithmes. Par contre, je crois que c'est, comme je disais, c'est toujours très important de préciser qu'il y a de multiples traitements, il y a beaucoup d'innovations, qu'en cas d'échec d'un traitement, on sait ce qu'il faut faire en deuxième intention, voire en troisième intention. Donc là encore, préciser les échéances. Après, bon, peut-être ponctuellement, il y a des demandes plus précises qui peuvent se formuler, mais finalement, ça n'est pas si fréquent. Les gens sont plutôt intéressés, oui, au moment de l'institution du traitement sur les effets secondaires potentiels plutôt que sur le côté scientifique de la question. Gérard, tes traitements dans le temps, Oui, alors le traitement, bien entendu, il est prescrit par le rhumatologue. Et moi, au cours de cette maladie, j'ai toujours eu une obsession, c'est de créer une relation la plus, entre guillemets, intime possible avec mon rhumatologue. J'ai toujours fait en sorte de me battre, bien entendu, pour moi, mais de me battre également pour mon rhumatologue. J'ai eu la chance, à 20 ans, de tomber amoureux, n'ayez pas peur, professionnellement, de ma rhumatologue, qui, elle, avait 40 ans. Et je veux dire, je me suis vraiment, mais on s'est battus tous les deux, et j'avais qu'une hâte, c'est d'aller en consultation en disant, là, vous avez bien travaillé, ça va bien. Et il y avait vraiment une contrepartie, une réciprocité entre tous les deux. Je n'ai pas pu retrouver ce climat-là, heureusement, parce qu'on n'est pas obligé non plus de tomber amoureux, je pense, professeur Flippo, à chaque consultation, professionnellement, bien entendu. Donc, je n'ai pas pu retrouver ce climat-là, mais je cherche toujours, effectivement, à avoir vraiment une confiance la plus loin possible au niveau de la relation. Et partant de là, après, effectivement, le traitement qui est prescrit, ben je l'accepte, effectivement, parce que je sais que je suis dans
dans la confiance totale. J'ai, toujours la semaine dernière, là, au cours de cette consultation qui a duré, je veux dire, on a pu aller très loin au niveau des traitements, et le rhumatologue a déduit que de toute façon, s'il me mettait cette biothérapie-là, ça ne marcherait pas, parce qu'en fait, je ne l'avais pas du tout accepté, alors que j'étais plutôt désireux d'en prendre une autre. Mais ça, c'est une consultation, en ce qui concerne du temps, qui a duré 1h30. Et là, effectivement, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance, et il a compris que ça ne marcherait pas, quoi. Et on s'est mis tous les deux d'accord pour ce traitement-là. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la confiance que je vais pouvoir mettre en place avec mon rhumatologue. Pour la partie 2, là, en ce qui concerne les traitements qui mettent trop de temps pour être efficaces, ce que je trouve assez dur, moi, c'est quand on rencontre un patient qui dit « Tiens, j'ai pris le traitement X, 8 jours, 15 jours, j'ai plus rien, tout va bien ». Alors que soi-même, on peut prendre ce traitement-là, puis au bout de 6 mois, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Le problème, effectivement, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence qu'on est tous différents les uns des autres. Mais n'empêche qu'on cherche toujours à prendre en référence ce qui a marché le mieux. Voilà. Professeur Philippot, je suppose que vous suivez des patients depuis assez longtemps. Et vous développez des relations à long terme avec vos patients? Alors, je ne me permettrai pas. C'est vrai que les années s'accumulent et je fais partie d'un des exceptionnels rhumatologues qui voient encore des malades. Donc je dis ça parce que Bernard est revenu et c'est vrai que de temps en temps on se taquine parce que quand les professeurs sont dans ce genre de manifestation, ben, je ne consulte pas. Donc quand on est toutes les semaines en balade, on se dit mais il ne voit plus un malade lui. Et on est quand même encore nombreux à en voir quand même un petit peu beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord, j'attendais le témoignage de Gérard, c'est fondamental. Alors au début, je le dis, ça m'amuse parce que je le dis souvent, dans d'autres pathologies, c'est vrai qu'à Lille, on n'est pas à Lourdes, donc on ne fait pas de miracle, et le médecin n'est pas un magicien. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est ce que je dis, des attentes légitimes. Quand les gens franchissent la porte, ils viennent avec des demandes légitimes et on aimerait les soulager de tous leurs maux. Mais effectivement, donc il n'y a pas de miracle et l'efficacité de la prière n'est scientifiquement pas démontrée. Mais on n'a pas démontré que ce n'était pas efficace non plus. Donc ça, on est d'accord. Et après, effectivement, au fil des années, cette relation, c'est fondamental. C'est fondamental des deux côtés, on l'a vu par votre témoignage, et c'est quelque chose que l'on ressent de plus en plus, probablement en vieillissant un petit peu. C'est pour ça que je pense que s'il y a une profession qui n'est pas prête d'avoir des retraites anticipées, je pense que ce sont les médecins, parce que la formation initiale dans le domaine de la psychologie est plus que ténue, et il y a forcément des choses que l'on va acquérir au fil des années, et on finit par le sentir. Je dis toujours, c'est une pathologie où on propose des traitements, des stratégies lourdes. Les médicaments qu'on propose, c'est des cochonneries, par certains côtés. C'est vrai que lire la notice des biothérapies, je leur dis toujours en plaisantant, bon, asseyez-vous d'abord, soyez mais bien assis, parce que vous n'allez pas être déçus. Je dis toujours, ça va de la mort à la verrue plantaire. Donc il faut être capable de lire une notice pareille, et je leur dis, vous verrez, toutes les horreurs sont dedans. Le cancer, la tuberculose, la sclérose en plaques. Je dis, mais comment peut-on après accepter un traitement pareil? Donc, pour l'accepter, pour le proposer et l'accepter, il est clair que sur cette maladie chronique, où on ne va pas donner ça pendant 8 jours, ou même pendant quelques semaines, ce qui est le cas de la cancérologie, voilà, vous avez une chimiothérapie, c'est une cochonnerie, mais d'abord c'est parfois plus important, pas toujours, parfois plus, et puis sur des traitements de durée, là, on est parti pour effectivement peut-être une histoire sur quelques années, quelques dizaines d'années. Donc s'il n'y a pas une confiance totale, eh bien, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut changer de rhumatologue, si vous en trouvez un autre. Mais globalement, il faut changer. Alors moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, je n'en dirai pas plus, mais ma femme est aussi rhumatologue en cabinet, et puis une fois de temps en temps, elle me dit « Tiens, j'ai vu madame Attel », qui m'a dit, quand j'ai demandé, elle m'a dit « Oui, j'ai vu professeur Philippot, etc. »
Donc c'est sûr que quand on va demander un autre avis, et notamment après le mien, non mais vous pouvez imaginer un autre avis que le mien. C'est pas, alors peut-être celui du professeur Combe, mais ce n'est pas imaginable. Donc elle n'avait pas besoin de m'en dire plus. C'est que le climat de confiance n'avait pas été établi. Donc c'est clair, ces gens-là ne doivent pas revenir me voir. Donc il faut effectivement un grand climat de confiance et avec l'empathie du médecin en face, parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on pourrait devenir des techniciens experts. Et c'est un petit peu ce qui nous guette à l'hôpital. Hein, en France, je l'ai dit, c'est un pays un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de rhumatologues de ville, avec la présence de Christophe ce matin. Donc effectivement, il y a plusieurs échelons, et avec les biomédicaments, voilà, on est des consultants experts. Ce qui veut dire que ça ne nous met pas du tout en bonne position pour avoir ce climat, parce que les gens, on les voit une fois par-ci, une fois par-là, on les voit une fois par an, et c'est vrai que le risque, notamment pour nous à l'hôpital, c'est d'être des experts. Et nous, on a notre point de vue, on a nos objectifs, on a nos attentes, on a notre longueur d'onde. Et le problème, c'est qu'il faut que nos longueurs d'onde se rapprochent et fusionnent. Et bien ça, c'est pas gagné, ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est vrai que dans les maladies chroniques, qui plus est quand on a aujourd'hui des traitements compliqués, c'est pas facile. Mais on a un avantage, c'est que on met en avant les bénéfices. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais les bénéfices, les docteurs aujourd'hui, ils voient pas les risques. Ils voient pas les risques parce que ils sont dans des congrès avec les laboratoires pharmaceutiques, et donc vous avez ce procès d'intention que vous avez en permanence aujourd'hui, c'est que les médecins experts travaillent avec les laboratoires et ne sont pas objectifs et ne voient pas les risques des traitements. Bon, alors, il ne faut pas charrier quand même. Hein. Non seulement il ne faut pas charrier, mais on met en place des cohortes observationnelles. Bon. Les risques, bien sûr, on les voit, mais on a tellement d'avantages. Sur la question numéro 3, il ne faut pas oublier que quand on dit oui, chronique, mais n'oubliez pas que 10%, ce n'est pas beaucoup, mais 10% des polyarthrites rentrent en rémission spontanée. Donc, dans 100 polyarthrites, il y en a 10, ça va s'arrêter. Globalement, tout seul, en un an et demi, 2 ans. Bon. Et après, aujourd'hui, on a des traitements qui permettent d'arriver à 50% de rémission, 1 sur 2, en sachant que la rémission est un objectif médico-technique. Mais bon, a priori, si on n'a plus mal, si on n'a plus de gonflement, ça va être aussi plus facile de retomber sur ses pattes. Donc, je dirais, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir quand même des bénéfices. Donc, c'est vrai, les traitements, on ne les met pas en route tout de suite. Il y a le délai de la réflexion. Parfois, il faut qu'il y ait un petit peu de place à l'hôpital. Parfois, il faut finir le bilan, etc. Mais il y a tellement d'avantages derrière qu'on peut être très positif. Alors, vous allez me dire, ça, c'est un discours que pourrait tenir Bernard s'il n'était pas occupé à autre chose, ou si on lui avait donné le micro, ou moi, ou Christophe, parce que ça fait déjà 25 ans qu'on fait ça. Et c'est vrai que 25 ans, vous avez aujourd'hui des rhumatologues qui ont 55 ans d'âge moyen. Bon, je sais, on ne le fait pas, mais bon. 55 ans d'âge moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biothérapies, c'est 10 ans. Donc, pour le moment, nous avons plus travaillé dans une maladie où il n'y avait pas les moyens thérapeutiques d'aujourd'hui, il n'y avait pas les stratégies d'aujourd'hui, il n'y avait pas les objectifs d'aujourd'hui. Donc même moi, de temps en temps, je dis, bon, on n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé parce qu'il y a quelques années à peine, on n'avait que le méthotrexate à petite dose et on aurait attendu 6 mois tranquille. Par contre, si vous consultez les quelques rares plus jeunes, et il y en a quand même, ils pourraient avoir un discours différent, plus agressif, plus rapide, plus... Mais du coup, il va falloir avaler tout ça plus rapidement et être sur la bonne longueur d'onde plus rapidement. C'est vrai que nous, on est pressé, mais pas trop, parce qu'on a notre poids, notre historique, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple, on est toujours un peu économe, on a plein de traitements aujourd'hui. Oui, on a plein de traitements, mais il y en a, au bout de 2-3 ans, ils ont tout usé. Donc, on a quand même un peu le souci de ne pas aller trop vite.
Donc c'est vrai que si on n'arrive pas à se comprendre, et moi je dis ça, je dis bah oui, de chaque côté du bureau, on a une longueur d'onde, et je dis, le but c'est d'essayer de se comprendre au minimum. Nous, on n'est pas là pour vous faire plaisir. Je dis toujours, je ne suis pas en campagne électorale, j'ai aucun mandat électoral d'ailleurs. Donc voilà, on essaye de s'expliquer, et le but c'est de s'expliquer de part et d'autre. Le malade va nous dire ce qu'il attend, et parfois je veux un traitement rapide, et nous, on va lui expliquer ce que l'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et dire, bah oui, j'aimerais bien vous proposer un traitement rapide, anodin, mais si je ne l'ai pas, je dirais que je ne l'ai pas. Et après, on essaiera de faire au mieux. Donc voilà, la confiance, c'est fondamental. Probablement, certains, ça sera le coup de foudre. Donc effectivement, peut-être que votre première visite avec tel ou tel rhumatologue, ça va être complètement en phase, parce que vous étiez de bonne humeur, parce que vous tombez sur un jour où le rhumatologue est de bonne humeur, etc. Parfois, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Je crois qu'il faut un petit peu de temps quand même pour la confiance. Et puis parfois, un jour, cette confiance, elle peut être rompue aussi. C'est un espèce de ménage. Donc, soit on retombe sur nos pattes ou pas. Mon inquiétude aujourd'hui pour vous, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de rhumatologues. Donc c'est vrai que c'était ça ma dernière diapo. C'était une des complications, c'est que nous sommes dans une région pour le Nord-Pas-de-Calais, donc vous êtes en majorité des patients du Nord-Pas-de-Calais. Parfois, il ne reste qu'un rhumatologue par ville. Donc quand vous n'avez plus qu'un rhumatologue par ville, et parfois 0 demain, de temps en temps, ceux que je vois, puisque en tant qu'hospitalier, c'est beaucoup de suivi partagé, donc 90% ont un rhumatologue de ville, et quand de temps en temps, Christophe, ça arrive, ils me disent, bah oui, mais non, moi, mon rhumatologue, je dis, bah oui, mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui, et on ne fait pas 200 km pour aller en consultation, voir parfois des gens qui d'ailleurs ne sont pas disponibles. Non, donc c'est vrai qu'il y a un problème, on en a parlé au début, c'est le temps, c'est la disponibilité des uns et des autres, et ça, malheureusement pour les patients, aujourd'hui je pense que ça vous amène à réduire un petit peu vos exigences. Faute de grille, on mange des merles, encore faut-il qu'il reste des merles.